Il s'appelle Bond, James Bond. Le célèbre agent 007 a bercé plusieurs générations de spectateurs. Il y a ceux qui ont grandi dans les années 60 avec Sean Connery. De même, il y en a d'autres qui, comme moi, ont découvert le personnage sous les traits de Daniel Craig au début des années 2000. Bond est un archétype pensé par le romancier Ian Fleming au début des années 50. Et si Fleming fantasme un agent secret séduisant toutes les femmes sur son passage et sauvant le monde de sa destruction, dans chaque ouvrage, et il y en a quand même 14 volumes, il ne parle pas par hasard du thème de l'espionnage. Le romancier a lui-même été espion au sein de la Naval Intelligence anglaise durant la Seconde Guerre mondiale. Et comme son personnage principal, Ian Fleming partage un goût certain pour les femmes et l'alcool, au point de mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans. Dans un hors-série du magazine Mad Movies, le romancier donne sa vision du personnage de Bond. Il dit, je cite, « Mes livres sont vraiment un prolongement de ce que je suis. Et ce n'est pas un compliment pour moi. Mes personnages sont restés des adolescents. Alors, Bond, un fantasme adolescent pour l'auteur ? Au cinéma, 6 acteurs différents l'ont interprété. Et à présent, nous allons analyser chaque séquence de première apparition du personnage à l'écran pour comprendre la vision portée par les différents interprètes et l'évolution de 007 décennie après décennie. Générique. My name is Bond. James Bond. Lorsque Sean Connery devient le premier James Bond officiel de la saga, dans Dr. No en 1962, il a 32 ans et possède la nationalité écossaise. Il remporte le rôle à la suite d'un concours organisé par le London Express, opposant pas moins de 600 candidats, dont des acteurs célèbres comme Cary Grant, James Mason et David Niven. Cet ancien maçon, livreur et maître nageur, s'est construit un personnage de macho à la suite d'une déception sentimentale. Et peut-être faut-il lire son interprétation de Bond à l'orée de cette dimension biographique. Et, avant tout, Sean Connery, au début des années 60, il est surtout connu de la profession pour des rôles au théâtre et à la télévision. Dans James Bond contre Dr. No, première adaptation officielle du 6e roman de Ian Fleming à l'écran, le cinéaste anglais Terence Young, futur réalisateur de Bon baiser de Russie en 1963 et Opération Tonnerre en 1965, orchestre la présentation du personnage avec une dimension d'icône instantanée. L'action se déroule dans un casino autour d'une partie de cartes. La table de jeu représente un lieu immanquable pour comprendre le personnage de Bond. L'un des films de la saga s'appelle d'ailleurs Casino Royale. Le premier élément de mise en scène majeur consiste à retarder l'apparition du personnage à l'écran. Nous voyons d'abord une jolie femme autour d'une table composée spécifiquement d'hommes. À sa manière de demander une carte, nous comprenons qu'il s'agit d'une héroïne au fort caractère, ne comptant pas se laisser faire. Une seconde paire de cartes parvient à la jeune joueuse. Un gros plan peine à masquer sa déception. Elle suit sans conviction, la main en jeu. La caméra effectue alors un travelling arrière dévoilant la silhouette de son adversaire. À nouveau, une carte est demandée. Nous contemplons alors la main de l'autre joueur en gros plan. Nouvel échec pour la jeune femme présente, se préparant alors à régler l'addition. Nouveau gros plan sur les mains de l'adversaire ouvrant sa boîte à cigarettes. Il remarque le courage de sa concurrente, allant jusqu'à lui demander son nom. Retour sur la demoiselle levant les yeux et prononçant le gimmick qui deviendra la caractéristique de Bond. Avec un côté masculin, elle dit s'appeler Trench, Sylvia Trench, et demande alors « Monsieur ?» Enfin,
Le premier gros plan sur James Bond apparaît au bout d'1 minute. Bond, James Bond, dit-il. La réponse fuse. Cigarette aux lèvres, nous avons affaire à un véritable allumeur au masculin. Costard-cravate, nœud papillon, regard fixe. Bond ne se laisse pas intimider par la beauté de la jeune femme. Ou à tout le moins, en apparence. Trench dit vouloir dépasser les limites. James acquiesce d'un léger mouvement de la main. En réalité, il vient de trouver son parfait alter ego au féminin. Le croupier fait constater l'illégalité de la requête. Un rapport de force s'engage alors entre Trench et Bond, autour de qui exercera le contrôle de la relation. Bond est un joueur concevant son rapport aux femmes comme l'exercice d'un coup de bluff. Malheureusement, un membre du casino lui présente une carte. Les affaires appellent 007, le retour au réel. Bond récupère ses gains, mais Trench continue de le contempler. Suis-moi, je te fuis. Trench joue la carte de la séduction pour le retenir. Elle exprime même un sous-entendu. Dommage que vous nous quittiez alors que cela commençait à devenir passionnant. Bond n'est pas un débutant, il a parfaitement compris. Miss Trench, vous pratiquez d'autres sports ? Réaction surprise sur le visage de la jeune femme. Bond lui propose sans retenue une partie de golf et un dîner. À la fin de la séquence, c'est Sylvia qui propose à James de le rappeler et non l'inverse. La femme agit tandis que l'homme séduit. James Bond possède l'attitude du joueur qui bluffe, mais en réalité, il connaît parfaitement la psychologie féminine et impose sa domination sans en avoir l'air. Sean Connery, après avoir interprété pour la 5e fois consécutive le personnage de Bond à l'écran dans On ne vit que 2 fois en 67, décide de raccrocher les gants. La production recherche alors son successeur, et Georges Lazenby, ancien vendeur de voitures et mannequin pour des publicités, accepte de prendre la relève. Il a 30 ans et possède la nationalité australienne. Il va devoir jouer un espion anglais en étant australien. Et il faut ajouter une autre donnée à l'équation, c'est que Lazenby n'a jamais joué pour le cinéma et qu'il doit travailler sa diction pour effacer son accent australien. Au service secret de Sa Majesté sera sa seule interprétation du personnage de Bond à l'écran. Sorti en 1969, le 6e opus de la saga marque une première rupture tout en préservant les traits principaux de l'agent 007. Réalisé par Peter Hunt, Au service secret de Sa Majesté propose une nouvelle vision davantage sentimentale du personnage de Bond. Le cinéaste tourne son premier long métrage. Auparavant, il exerçait la fonction de monteur sur des épisodes précédents de la saga. Autrement dit, Peter Hunt connaît très bien son héros. La séquence d'introduction de l'œuvre présente d'emblée James Bond en action au volant de sa voiture. Première différence avec Dr No, le protagoniste se confronte directement à une situation dangereuse. Il agit au lieu de séduire. En revanche, la mise en scène rejoue l'iconisation de l'agent secret en ne le montrant que tardivement à l'écran. Au départ, nous admirons une silhouette de dos tenant le volant. Une jeune femme conduisant une autre voiture le dépasse. Ce n'est pas elle qui court après James Bond, mais lui qui doit la suivre. 007 devra cette fois-ci, à l'inverse de Dr No, faire des efforts pour obtenir le cœur de la demoiselle. Un gros plan sur l'étui à cigarette rappelle immanquablement la scène intronisant Sean Connery dans l'extrait précédent. Un zoom crée ensuite un gros plan sur les lèvres de Bond. Cigarette au bec, il tente de nous rejouer la posture de l'allumeur. Simplement, Bond ne comprend pas que la situation dans son rapport aux femmes a évolué. La voiture s'arrête au bord d'une plage. Le personnage contemple
à travers une longue vue le corps de la jeune femme. En voyeur, il la décompose des pieds à la tête. L'image en elle-même semble relever du rêve. La tenue de la personne observée flotte au vent. La femme adopte une posture fantastique en levant les bras. Elle est une image presque mentale, comme sortie de la pensée de Bond. Un pur fantasme ne demandant qu'à se matérialiser. Les vagues au loin ajoutent une dimension abstraite à l'ensemble. Cette séquence de pré-générique en dit long sur le désir mêlé de sentiments de Bond. Le ton d'Au service secret de Sa Majesté révèle comment l'espion séducteur tombe dans le piège tendu par l'amour. Il se précipite dans le précipice en accélérant brutalement son véhicule. Bond court en direction d'un autre monde qu'il ne connaît pas, celui de la passion. Avec entrain, il sauve des flots cet illustre inconnu. La serrant dans ses bras, Bond incarne la figure du sauveur. À tout le moins se fantasme-t-il en sauveur. Au moment de conclure, il se présente en prononçant la réplique iconique « Je m'appelle Bond, James Bond ». Le premier gros plan sur le comédien Georges Lazenby apparaît au bout de près de 3 minutes. Une nouvelle problématique survient. James doit une nouvelle fois lutter avant de parvenir à ses fins. Bond combat au corps à corps. L'acteur fait preuve d'une grande agilité et d'une détermination intacte. Il transpire. Un montage très rapide insiste sur la force physique du comédien. Alors qu'il remporte la victoire sur ses adversaires, 007 contemple, impuissant, la fuite de la femme de ses rêves. Encore raté. L'espion devra encore faire des efforts au risque de tomber sur une femme qui peut le faire basculer. En guise de conclusion, l'acteur exprime un clin d'œil à Sean Connery, en guise de dialogue. « Ce n'est jamais arrivé à l'autre gars, dit-il. Le temps de la facilité est révolu. » La prestation de Georges Lazenby reçoit à la sortie du film en salle des critiques partagées. Dommage, car Au service secret de Sa Majesté a largement été réévalué au fil du temps. Sean Connery reprendra son rôle de Bond en 71 dans Les Diamants sont éternels, contre un chèque d'1 million de dollars. Il renoncera à la suite, Vivre et laisser mourir, car Sean Connery souhaite avant tout tourner la page de 007. Roger Moore devait déjà succéder à Sean Connery en 68, alors que les producteurs souhaitaient adapter L'Homme au pistolet d'or sur grand écran. Mais le projet fut annulé en raison du lancement de la guerre au Vietnam. Roger Moore a 46 ans et il possède la nationalité anglaise. Il est l'acteur le plus âgé à incarner James Bond. Et il apporte son expérience acquise dans les séries comme Le Saint et Amicalement Vôtre pour délivrer une touche d'humour personnel et enrichir l'univers de Bond de sa dimension comique. Avec la sortie en 1973 de Vivre et laisser mourir, le personnage de James Bond assume un statut de héros de comédie d'action. Fini le ton mélodramatique d'Au service secret de Sa Majesté. Place au rire entrecoupé de scènes d'action parfois loufoques et de punchlines prononcées au moment opportun. Réalisé par Guy Hamilton, le personnage de Bond se trouve placé une nouvelle fois entre les mains d'un cinéaste le connaissant très bien. Hamilton a été le metteur en scène de Goldfinger et Les Diamants sont éternels. À l'inverse de Sean Connery et Georges Lazenby, Roger Moore apparaît dès le premier plan de la séquence post-générique. Qui plus est, James Bond ne se bat pas, bien au contraire. Un léger travelling arrière nous dévoile un personnage allongé dans son lit en compagnie d'une jolie brune. James n'a pas besoin de faire d'efforts pour conquérir une femme. Il la possède déjà. Son magnétisme est inné. Bond entend une sonnette et jette un œil sur sa montre. La jeune Italienne se réveille en demandant un nouveau corps à corps langoureux avec l'espion. Elle insiste au point de susciter le sourire.
Nous sommes bien dans une comédie dans laquelle la facette irrésistible du protagoniste sera exploitée et tournée en dérision. Les affaires appellent 007. M frappe à la porte. James vient ouvrir. Vêtu d'un peignoir, le Bond de Roger Moore ne s'affiche pas d'emblée en costard. À l'inverse de Dr No et au service secret de Sa Majesté, 007 a déjà conclu. Lorsqu'il entr'ouvre la porte, le visage impassible et sérieux de M se heurte en contre-champ à la surprise gênée de Bond. Le héros ne reflète pas tout à fait l'image que l'on peut avoir d'un espion. Roger Moore tente d'adopter une posture sérieuse à son tour, mais ne peut s'empêcher de jeter de multiples coups d'œil vers le lit. M expose la raison de sa venue. Bond, avec son flegme britannique, lui propose un café. Manifestement, il ne pense pas à sa nouvelle mission, mais veille à ce que son supérieur hiérarchique ne pénètre pas non plus dans la chambre. M regarde 007 préparer le café en restant quelque peu circonspect. Il s'avance vers l'agent et poursuit l'échange. Bond semble, au contraire, obnubilé par son café. Alors que M s'éloigne avec sa tasse en direction de la chambre, l'espion lui demande interloqué s'il souhaite ajouter du sucre et se précipite vers M pour le retenir. Le comique provient en partie de la réaction surprise en permanence du visage de Roger Moore. Miss Moneypenny pénètre alors dans le logement et croise sur le pas de la porte la jeune Italienne fuyant à tâtons la chambre dans le plus simple appareil. Elle se précipite pour se cacher dans la penderie sous les yeux légèrement interrogateurs de Moneypenny. La situation s'avère inconfortable. Bond rencontre Moneypenny, mais semble une nouvelle fois davantage attiré par le lit. On lui fournit une nouvelle montre fabriquée par Q. Mais Bond préfère s'amuser avec et user à nouveau de son magnétisme irrésistible. Il s'excuse et ramène la cuillère dérobée à son supérieur. Au moment de conclure la discussion, James remercie Moneypenny de n'avoir rien dit au sujet de l'Italienne cachée dans la penderie. Bond en a terminé avec le travail qui, soit dit en passant, semble lui passer au-dessus de la tête. Il préfère reprendre une activité autrement plus intéressante selon lui. À quoi donc peut lui servir une montre ultramoderne, si ce n'est à conclure encore davantage? L'Italienne aimantée s'accroche à lui. Une seule pression sur la montre suffit à défaire la fermeture éclair de la jeune femme. Les véritables affaires peuvent enfin reprendre. En 1985, Roger Moore, alors âgé de 58 ans, interprète une dernière fois le rôle de Bond dans Dangereusement Vôtre. Le comédien laisse une empreinte indélébile sur la saga en ayant interprété à 7 reprises le rôle du célèbre agent contre 6 pour Sean Connery. La production se met alors en quête d'un acteur plus jeune et le nom de Timothy Dalton n'est pas celui d'un inconnu. Le producteur Albert Broccoli avait déjà repéré le jeune Gallois dès la pré-production d'Au service secret de Sa Majesté en 68. S'estimant trop jeune, 22 ans à l'époque, Dalton décline la proposition. En 86, il passe le casting pour jouer le rôle de Bond face à un concurrent direct nommé Pierce Brosnan. Mais Brosnan, sous contrat avec la télévision pour tourner dans la série Remington Steele, ne peut se rendre disponible. Timothy Dalton, 40 ans, est engagé pour Tuer n'est pas joué. Et le Bond version Dalton sera davantage sérieux et ancré dans la réalité du cinéma d'action des années 80. Dans le 15e opus de la saga, tourné en 1987 et intitulé Tuer n'est pas joué, le personnage de Bond conserve un sérieux à toute épreuve face à chaque situation dangereuse ou séduisante qui se présente à lui. Timothy Dalton comprend que son interprétation repose sur sa force physique et non spécifiquement sur l'humour de son prédécesseur. Ou à tout le moins, va-t-il générer le rire en maintenant une attitude neutre et détachée digne d'un Buster Keaton?
Réalisé par John Glenn, le personnage de James Bond continue son itinéraire sous la direction d'un cinéaste familier de l'univers 007. Glenn a d'abord été monteur et assistant réalisateur sur Au service secret de Sa Majesté, L'espion qui m'aimait et Moonraker, avant de devenir le metteur en scène de Rien que pour vos yeux, Octopussy et Dangereusement vôtre. L'introduction de Tuer n'est pas joué situe l'action du récit à Gibraltar. Un haut gradé débriefe l'équipe d'Agent 00 à propos du déroulement d'un exercice consistant à pénétrer des installations radars du lieu. L'enjeu principal vise à atteindre cet objectif sans se faire intercepter par les agents du SAS. L'équipe effectue un saut en parachute. Nous ne voyons pas tout de suite le personnage de Bond, simplement deux silhouettes de dos face à leur supérieur. La scène joue la carte spectaculaire par de multiples plans sur les parachutistes. Les trois hommes atterrissent au sol. Qui est 007 ? Un premier agent est abattu au paintball. Un second tente vainement d'escalader une paroi rocheuse. Il s'échoue au sol après une chute de plusieurs dizaines de mètres. Le simple exercice vire au drame inattendu et une menace se présente. Qui peut répondre au danger véritable ? 007. L'espion apparaît lors d'un brusque travelling avant au bout de près de 3 minutes. Cheveux au vent, Bond laisse apparaître son dynamisme et sa faculté de comprendre rapidement le sens des événements. Voyant son partenaire chuter, 007 cherche du regard le responsable de la situation. Très vite, il comprend que la corde a été coupée et qu'une taupe s'est infiltrée parmi le service. À peine entend-il le son d'une arme à feu qu'il se précipite déjà à la poursuite du véhicule en fuite. Bond est un homme d'action pragmatique, doté d'un instinct redoutable. Une lutte s'engage entre l'agent secret accroché sur le toit et le chauffeur traître. Pas de femme, pas de jeu de séduction, simplement un homme concentré sur son action. Bond est un héros de blockbuster, engagé dans un corps à corps qu'il ne peut que remporter. Parvenu au volant de la Jeep, il réussit à se décrocher du véhicule en actionnant un parachute. À 2 doigts de la mort, 007 triomphe une nouvelle fois. La séquence se poursuit avec une jolie brune demandant à rencontrer un homme, un vrai. Abracadabra, James atterrit sur le toit du yacht luxueux. L'homme, le vrai, est arrivé et il ne semble pas spécialement attiré par le physique de la demoiselle. Bond insiste pour téléphoner rapidement. Il ne s'intéresse pas à son interlocutrice, seul compte sa mission. Elle lui demande son nom, et Timothy Dalton répond avec une rapidité et un détachement peu commun, Bond, James Bond. En évacuant aussi brièvement sa réplique, il désacralise le personnage en en dressant le portrait d'un homme ordinaire. Bond n'a rien de glamour. Toutefois, la jeune femme lui tend une coupe de champagne auquel il ne peut résister. Bond reste un homme comme un autre, ne disant pas non à un verre et à l'intérêt porté par une femme. Sa réaction maintient en revanche une forme de neutralité. Définitivement, rien ne semble l'affecter, ni la mort, ni les avances d'une demoiselle. L'indifférence devient la règle du Bond nouveau. Après la sortie en salle de Permis de tuer en 1989, des dissensions apparaissent entre le studio MGM et la société de production britannique Eon Productions. La réalisation de GoldenEye est donc repoussée de 6 ans. Et nous pouvons émettre l'hypothèse que si le tournage avait démarré plus rapidement, Timothy Dalton aurait probablement été maintenu dans le rôle de 007. Et en 1994, l'acteur annonce refuser officiellement d'incarner une nouvelle fois le personnage. Il n'y aura donc pas de troisième Bond version Dalton. Un certain Pierce Brosnan est désigné pour lui succéder.
Et pour Brosnan, 42 ans à l'époque du tournage de GoldenEye, jouer le célèbre agent secret représente un rêve d'enfant. En 1964, alors âgé de 11 ans, le jeune Irlandais Brosnan découvre Goldfinger sur grand écran et reste profondément marqué par la performance livrée par Sean Connery. Et nous pouvons émettre tout à fait l'hypothèse que GoldenEye représente un rêve d'enfant et que Pierce Brosnan s'inspire consciemment ou inconsciemment de Sean. Et sa prestation dans GoldenEye en 95 associe à la fois des scènes d'action spectaculaires, typiques des années 90, mais je dirais que ces scènes d'action s'inscrivent dans la continuité de celles mises en scène au moment de l'ère Timothy Dalton, tout en renouant avec l'esprit du Bond original Sean Connery. Le 17e opus de la saga, sorti en 1995, marque un basculement sur le plan narratif. Le personnage de M, interprété pour la première fois par Judi Dench à l'écran, décrit Bond comme, je cite, une relique de la guerre froide. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, 007 doit apprendre à s'adapter sans l'ennemi soviétique. Pierce Brosnan sera le James Bond de la transition entre la chute de l'URSS en 1991 et les nouveaux enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Réalisé par le néo-zélandais Martin Campbell, cinéaste peu connu du grand public, GoldenEye met en scène un 007 se confrontant à nouveau aux soviétiques pour mieux préparer le Bond de l'après. Le premier plan présente un avion survolant un impressionnant barrage situé en Russie. Un homme, filmé de dos, court le long de l'édifice. Nous ne voyons pas son visage, simplement une corde au sol, un mousqueton, une chaussure de sécurité. Un long mouvement d'appareil du bas vers le haut évoque le caractère vertigineux du barrage. Après la contre-plongée vient le plan suivant en plongée. Le saut demande un sang-froid et un calme permanent. Le personnage effectue au ralenti l'action avec une détente remarquable. Il parvient sans encombre jusqu'au sol. Un premier plan montre un insert sur les yeux du protagoniste. Ici, pas de cigarette ni d'étui à cigarette. Simplement un héros effectuant en toute discrétion sa mission. Pierce Brosnan s'inscrit dans la continuité de Timothy Dalton en étant un homme d'action n'affichant pas spécifiquement de glamour. Le gros plan sur James Bond apparaît au bout de 2 minutes au cours d'une situation quelque peu cocasse. La tête à l'envers, il s'excuse de ne pas avoir frappé à la porte d'un Russe assis sur la cuvette des toilettes. Ce moment comique rappelle l'esprit du 007 incarné par Roger Moore. La mise en scène s'amuse à démontrer le sens de l'humour du personnage au cœur d'une situation loufoque mais dangereuse. Le plan suivant présente le véritable visage de Bond sans artifice. Son sérieux détonne. Il ouvre brutalement une porte et effectue chaque geste avec une mécanique bien huilée. Bond est un fin observateur, passant son temps à progresser d'un lieu à l'autre et opérant des repérages visuels. Lorsque son coéquipier braque une arme sur lui, 007 ne panique pas. Il n'agit pas seul, il est accompagné par l'agent 006. Les deux hommes se coordonnent. Un engin explosif est placé sur un baril. Le temps presse. La présence des soldats russes complique la mission. Bond appelle 006 et s'aperçoit que son partenaire a été fait prisonnier. L'espion ne se rend pas et manifeste une malice rare. Caché derrière un chariot à roulettes, l'agent réussit à susciter le sourire au cœur d'une situation périlleuse. La scène dure et accentue la dimension burlesque de l'événement. En réalité,
L'action improvisée se révèle finement pensée. Bond appuie sur un bouton, effectue un tir précis, libérant des dizaines de barils au sol, effectue une course au milieu des balles, s'enfuit à moto et réussit à rattraper un avion en vol. La séquence, de plus en plus invraisemblable, présente en réalité un Bond demi-dieu. Il redresse par la seule puissance de son regard l'avion prêt à s'écraser en montagne. La scène de pré-générique de GoldenEye mythifie un James Bond immortel, possédant l'énergie de Timothy Dalton, l'expression de Sean Connery et l'humour de Roger Moore. Plus le monde réel se rapproche de Bond, plus celui-ci s'en détache, en cumulant les attributs des interprètes précédents. Bond est un dieu avec une tenue de camouflage. D'apparence ordinaire, 007 possède des pouvoirs extraordinaires. Dans un monde de plus en plus complexe, sa personnalité fantasque apporte une dimension fantastique et proprement cinématographique. En décembre 2003, Pierce Brosnan, alors en tournage aux Bahamas, reçoit un appel des producteurs Michael Wilson et Barbara Broccoli. À la suite de cet échange téléphonique, l'acteur apprend qu'il n'interprétera pas une 5e fois 007. Jugé trop vieux, 50 ans, la production envisage de retourner aux origines du personnage en confiant le rôle à un comédien plus jeune, et le nom de Daniel Craig circule. Officiellement annoncé à la fin de l'année 2005, la présence de celui-ci déclenche une vive polémique. En effet, Daniel Craig ne correspond pas aux critères physiques des comédiens engagés précédemment. Blond aux yeux bleus, le nouvel agent 007 ne sera plus brun aux yeux marrons. Daniel Craig est âgé de 37 ans, il est anglais, et à partir de Casino Royale, il proposera une vision bien plus psychologique de son personnage. Avec Craig, 007 dépasse le statut de l'archétype et gagne en profondeur. Il s'humanise, il est affecté et non indifférent ou fantasque. Le Bond nouveau sera celui de la souffrance, aussi bien morale que physique. Autre nouveauté inédite, les 5 films tournés par l'acteur forment un bloc avec un fil conducteur et non des œuvres indépendantes. Sorti en 2006, Casino Royale marque le retour aux sources de l'agent 007. Adaptation du premier roman d'espionnage de Ian Fleming, le film met en scène le personnage de Bond avant qu'il ne devienne véritablement 00. Réalisé par Martin Campbell, le cinéaste ayant façonné Pierce Brosnan à l'écran dans GoldenEye, le 21e opus de la saga s'inscrit en définitive comme le premier. Daniel Craig incarne les failles d'un personnage physiquement solide, mais psychologiquement tourmenté. Un orphelin hanté par son passé et amoureux d'une étoile éphémère. James Bond ne cherche pas seulement à sauver l'Angleterre, mais à se trouver lui-même. La séquence de pré-générique situe l'action à Prague. Un homme doté d'un bonnet et d'un imperméable sort d'un véhicule. Son attitude soupçonneuse nous suggère qu'il s'agit d'un potentiel ennemi du MI6. L'individu monte dans un ascenseur et regarde avec attention les numéros des étages défiler sur l'écran. Déterminé, il marche rapidement vers son bureau. Parvenu à l'intérieur de la pièce, il arrête son regard sur un élément inhabituel, la porte entr'ouverte d'un coffre-fort. Interpellé par une voix s'exprimant dans son dos, l'homme se retourne brusquement. Bond apparaît calmement assis sur une chaise en moins d'1 minute. Il s'agit de la présentation la plus rapide du héros sur l'ensemble de la saga. Un plan rapproché montre Daniel Craig conservant une attitude froide et sous contrôle. Nous comprenons au cours de l'échange que l'inconnu se révèle en réalité un membre du MI6 ayant trahi le service. Bond se voit confier la mission de mettre hors d'état de nuire le traître. L'espion dit ne pas être intimidé par James. C'est un homme expérimenté, sachant garder lui aussi son sang-froid
dans une situation tendue. Il remet en question la capacité de Bond à accomplir sa mission, allant jusqu'à le sous-estimer. Le traître sait que Bond n'est pas 007. La mise en scène en noir et blanc prend alors tout son sens. Nous observons l'homme James Bond avant son matricule permis de tuer. Assis derrière son bureau, le chef de service affirme que Bond n'a jamais tué. En aura-t-il le cran et l'audace? Bond conteste les propos. Un flashback dépeint un protagoniste agissant avec une violence sèche et brutale. Il maîtrise l'art du corps à corps avec une force peu conventionnelle. Retour sur le traître braquant son arme sur le personnage principal. Bond va-t-il paniquer? Son visage figé témoigne un sang-froid nécessaire pour devenir 007. L'individu tire et se rend compte que son arme ne contient aucune balle. Échec et mat. Bond a tout prévu. Il réfléchit avant d'agir, une autre qualité essentielle alliée à de l'ironie verbale. Le traître commence à prendre son adversaire au sérieux et à croire que le jeune homme devant lui a vraiment tué. Nouveau flashback montrant un héros bestial, pas sans rappeler Sean Connery dans Bon baiser de Russie. James vient à bout de son ennemi et réussit l'examen d'essai. En voyant le corps de sa première victime, il comprend quelle sera sa vocation. Une forme de considération se lit sur le visage du dépossédé. Alors qu'il démarre une nouvelle phrase, Bond la conclut brutalement avec un coup de feu et une punchline prononcée avec un sang-froid hors pair. Oui, indéniablement. Vient ensuite le traditionnel gun barrel mythique de la saga. L'agent 007 est né. Pour devenir celui qu'il veut être, le protagoniste doit faire appel à sa colère enfouie en lui depuis son enfance, tout en se dépouillant de tout sentiment de peur face à la menace. Les 5 films avec Daniel Craig s'efforceront de faire ressurgir les émotions négatives d'un personnage cherchant à s'effacer derrière une posture froide et mécanique. En devenant 00, Bond pense tirer un trait sur son passé. En réalité, celui-ci ne pourra que le rattraper. Plus il tentera de s'oublier, plus sa véritable nature se révélera. Entre 1962 et 2021, James Bond aura connu une évolution progressive au fil des décennies et des comédiens qui l'ont incarné à l'écran. Les 25 films de la saga traduisent une soixantaine d'années de mutation d'un personnage dans son rapport au monde, mais aussi aux femmes. Et si des codes persistent malgré le temps qui passe, 007 aura tour à tour été icône instantanée et glamour, séducteur pris au piège de l'amour, héros au magnétisme comique, homme ordinaire indifférent aux événements, dieu à la personnalité fantasque, et orphelin s'effaçant derrière un matricule pour mieux apprendre à se connaître. Dites-moi en commentaire quels sont vos James Bond préférés, j'ai hâte de connaître votre avis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.